Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité. Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Pendant tout l'été, nous vous proposons de revivre avec nous les tables rondes enregistrées en live et en public les 25 et 26 mai derniers dans le cadre du Salon du Livre de Chaumont. Cette 20e édition mettait à l'honneur la thématique des singularités. Sens Créatif est allé questionner 7 auteurs et autrices de bande dessinée, également illustrateurs et illustratrices, au sujet de leur parcours respectif, de leur univers singulier et de leur rapport à la créativité. Mais avant de rejoindre la table ronde du jour, nous sommes heureux de vous annoncer le retour de la quête, notre super bootcamp pour oser être plus audacieux dans vos projets, affronter vos démons intérieurs, assumer vos singularités, trouver la stratégie adaptée à votre situation et construire une audience qui vous ressemble. Notre formation est 100% finançable avec votre compte AFDAS ou CPF. La 3e édition aura lieu du 23 septembre au 22 novembre 2024 et vous pouvez dès à présent vous préinscrire sur notre site www.laquette.life. Voici donc sans plus tarder notre discussion avec Elsa Brandt et Takmela. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clément, bonjour Elsa, bienvenue. On est très heureux d'être avec vous pour cette table ronde organisée par le Salon du Livre de Chaumont pour sa 20e édition. Donc aujourd'hui, on va parler de votre vie, de votre parcours, de votre travail. Est-ce que pour commencer, vous pourriez chacune vous présenter et nous dire ce qui vous motive à sortir du lit le matin? Alors mon nom est Elsa Brandt, je suis autrice de manga en ce moment aux éditions Kana. J'ai commencé par la bande dessinée franco-belge d'abord en tant que coloriste, ensuite dessinatrice, scénariste et maintenant je suis autrice de manga, donc je fais tout toute seule, donc je maîtrise toutes les casquettes pour faire mon manga. Ce qui me motive le matin, c'est que quand je dors, j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête. Et que ce soit le matin ou en pleine nuit, souvent j'ai un truc que j'ai envie absolument de dessiner, soit un dialogue, un gag à écrire, soit une situation cocasse à dessiner. Et vite, absolument, il faut que je la dessine parce que sinon ça tourne en boucle dans ma tête et je peux plus rien faire d'autre en fait. Donc oui, c'est obsessionnel en fait. Oui. Depuis 15-20 ans, c'est plus que ça. Plus que ça, on y reviendra. Clément. Du coup, moi, c'est Takmela. Je suis auteur, illustrateur de webtoon et de bande dessinée. Alors d'abord webtoon puisque j'ai commencé en 2021 sur la plateforme avec ce format-là. Et aussi, je précise à chaque fois illustrateur parce que je suis pas que auteur, je fais aussi de l'illustration pour des entreprises. Donc c'est des projets qui sont complètement à côté, qui ont rien à voir avec ce que je fais. Et ce qui me motive à me lever le matin, déjà c'est tout le travail que j'ai à faire parce que le webtoon c'est quand même ça prend du temps. Ouais, j'imagine, ouais. Et mes chats aussi qui me hurlent dessus parce qu'ils ont faim. Ah oui, on a des personnes qui parfois nous disent mes enfants, et toi pour le coup c'est les chats. Voilà, c'est ça. Ouais. Mes enfants très poilus. Alors moi, si tu veux, mes enfants ils sont ados, donc pour essayer à moi de les sortir du lit, c'est plus compliqué. Voilà. Je vois. Bon c'est intéressant, on parle des enfants, on parle des ados, mais on va retourner du coup back in time. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre enfance et aussi votre rencontre avec la bande dessinée, le dessin, la littérature? Comment ça s'est manifesté chez vous dans votre plus jeune âge? Moi, très sincèrement, j'étais vraiment très asociale. Encore plus que maintenant. J'avais énormément de mal en société. Je me faisais pas d'amis. J'étais extrêmement timide. Je savais pas parler aux gens. Je trouvais mon bonheur dans les bibliothèques. Par exemple, quand mes parents me traînaient manger chez leurs amis, moi je me réfugiais dans la bibliothèque et je lisais toutes les soirées, je parlais pas aux autres enfants, voilà, je faisais que lire tout le temps. Et à force de lire, ça m'a donné envie d'écrire mes histoires.
Il y avait une BD voilà. là, à 9 ans, c'est ça, hein, une BD de 900 pages, un truc ma comme ça. première BD, je l'ai commencé, j'avais 9 ans et Wow. je l'ai commenté de 9 ans jusqu'à 16 ans. J'ai fait une bande dessinée et alors l'esprit du truc à 9 ans et à 16 ans, on n'est pas du tout la même personne et on n'écrit pas le même genre de choses, donc ça part dans tous les sens. Mais voilà, c'était quand même 900 pages ma première BD, mais ouais, c'était vraiment mon seul moyen de communication. Dessiner, écrire mes histoires. Ça me fait penser à Lewis Trondheim qui a fait Lapino et les carottes de Patagonie. C'est 500 pages en fait, et dans la légende, il explique qu'il a utilisé finalement ce projet pour apprendre à dessiner. Il s'en est plutôt bien sorti. Et voilà. Comme quoi, être asocial aussi, ça aide. Hein. Et est-ce que tu peux nous raconter aussi, Clément, il me semble que ta maman elle est artiste peintre, non? Il n'y a pas un truc comme ça? C'était dans la famille déjà? Ouais, exactement. Bah, ma mère est artiste peintre et du coup, et elle écrit aussi. Donc du coup, très jeune, forcément, elle nous a dit bon bah je vais vous apprendre à dessiner, donc à ma sœur et à moi. Donc vraiment, c'était devant des feuilles avec des crayons, des stylos, et bah ça a plutôt bien marché parce qu'avec ma sœur, on continue à dessiner même maintenant. Alors moi, j'en ai fait mon métier même, et je me rappelle quand j'étais enfant, vraiment, c'était je vais faire comme maman, je veux écrire des histoires et dessiner. Du coup, j'ai réussi à faire la combinaison des deux, hein, parce que la bande dessinée en soi, c'est ça. Ouais. Après, bah, c'est vrai que la BD, j'ai surtout découvert ça avec la BD Lou, que j'avais lu chez une amie et j'avais adoré. Et du coup, le Noël suivant, j'avais eu, il y avait les 5 tomes qui étaient sortis à cette époque-là, donc voilà. Et c'est toujours une de mes BD préférées. C'est même une référence que je cite quand je parle de mes inspirations pour Porte-Bonheur. Lou, ça fait partie des inspirations. En quoi ça t'a tellement marqué? C'est le côté tranche de vie justement où ça parle de la vie de tous les jours et ça reste super intéressant quand même, et ça fait un peu un aspect havre de paix, cocon, même avec tout ce qui se passe, l'adolescence, etc. Et je sais pas, ça m'a énormément marqué parce que je l'ai lu enfant et je relisais tout le temps chaque année en grandissant les tomes, et ça continue de me parler, et même maintenant ça continue de me parler, quoi. Ouais. Ça se sent aussi dans ton style graphique, on sent que tu es dans cette famille-là de Lou et compagnie. Et toi, Elsa, on va parler des dessins animés, puisque tu as sorti une BD qui s'appelle Par le pouvoir des dessins animés. Donc j'imagine le lien avec ton enfance et tes souvenirs. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui te faisait kiffer, notamment dans les dessins animés japonais? Alors il faut savoir que quand moi j'étais ado et même enfant, les mangas n'étaient pas encore traduits. On ne trouvait pas de manga papier dans les librairies. On trouvait que les animés qui sortaient à la télé. Donc tout Club ce qui Dorothée. était Club Dorothée. Il y en avait sur la 6, sur la 5e. Il y en avait aussi sur la 3. Mais voilà, il y avait énormément de dessins animés. Il y avait coproduction franco-japonaise. Mais ouais, il y avait vraiment des pépites. Et il y en avait pour tous les goûts. Il y avait de la science-fiction, il y avait de l'amour, du fight, il y avait du sport. Il y avait de l'historique aussi. Vraiment, tous ces animés, j'étais extrêmement fan. Et à tel point que pour pouvoir lire quand même les mangas que certains libraires importaient dans ma petite ville, donc ils les importaient en japonais, à 13 ans, j'ai demandé une méthode pour apprendre le japonais, pour comprendre ce qu'on lisait, ce que je lisais dans les mangas. Alors, je comprenais un peu de travers parce que j'apprenais toute seule, mais quand même, j'ai appris à lire, j'ai appris à comprendre les bases du japonais par le biais de cette passion. Donc, ça m'a formée, ça m'a donné envie de raconter mes histoires, et ça fait partie vraiment de ma vie, de mon processus de création. J'ai grandi avec ça, tout cet univers manga où les personnages ils partent de rien, mais ils ont la motivation, et ils s'entraînent, et ils font des équipes, et ils font du level, et à la fin ils deviennent super forts. C'est ça qui m'a toujours motivé en fait. Est-ce qu'il y a un animé ou une mangaka qui t'a marqué? Alors oui, moi j'ai ma mangaka préférée, c'est Rumiko Takahashi. Je sais pas si vous connaissez, elle a fait Urusei Yatsura, qu'on connaît en français sous le nom de Lamu. Les animés ont été refaits récemment, et d'ailleurs ils ont été vraiment très bien refaits. Je conseille à tout le monde, on les trouve sur la chaîne ADN ou sur la chaîne Manga. Elle a fait aussi Ranma 1/2, Maison Ikoku,
beaucoup, qu'on connaît Juliette sous le nom de Jotem. Juliette Jotem, Inuyasha, Rinne, Mao et plein d'histoires courtes. C'est une autrice vraiment prolifique. Avec un style, une patte vraiment très particulière. Ah oui, elle est considérée là-bas comme la reine du manga, donc c'est pas n'importe qui. Et quel que soit le style dans lequel elle va écrire ses histoires, c'est vraiment très bien maîtrisé. C'est vraiment, on est transporté dans les histoires, on est, moi j'adore ce qu'elle fait et surtout ses séries les plus humoristiques, puisque moi ce que j'aime c'est l'humour, donc voilà. J'aime rire et j'aime faire rire du coup, donc c'est vraiment elle qui pour moi est ma plus grande source d'inspiration. Il y en a d'autres, hein. Il y avait Akira Toriyama avec Dr Slump et les premiers Dragon Ball, il y avait What's Michael, et il y en a d'autres aussi plus récents comme La Voix du Tablier, un yakuza qui arrête d'être yakuza pour devenir homme au foyer pour sa femme qui va travailler, donc il y en a plein des pépites qui sont très très bien. Donc, Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as commencé un peu ta carrière en tant que coloriste, puis par la suite tu t'es lancé dans le manga proprement parlé en 2014 avec Save Me Pity. On va y revenir. Je voudrais, avant d'aller là-dessus, te demander à toi, Clément, à quel moment en fait tu as sauté le pas parce que tu racontais des histoires plus jeunes, que tu écrivais aussi beaucoup, puis après il y a eu quand tu étais plus jeune, tu as peut-être arrêté de dessiner, puis après tu t'y es remis. À quel moment tu as sauté le pas pour le faire de manière un peu plus professionnelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, comme je disais, quand j'étais petit, je voulais faire comme ma mère, dessiner, écrire des histoires. J'ai fait ça pendant longtemps parce que c'était un peu un échappatoire de ce qui se passait. Enfin, ça se passait pas bien à l'école, etc. avec les autres. Donc du coup, je dessinais, j'écrivais. Et il y a un moment où j'ai commencé à beaucoup me comparer aux autres. Donc j'ai arrêté de dessiner. J'écrivais toujours, mais j'ai arrêté de dessiner. J'écrivais des nouvelles. J'aime bien le format nouvelle. Donc j'écrivais des nouvelles. À 16 ans, j'ai commencé à écrire une histoire. C'était de la fantaisie où il y avait tout le monde qui mourait. Bon, je pense que ça, j'allais pas très bien à ce moment-là. Mais c'est pas commun d'écrire, hein. Par rapport au dessin. Je trouve qu'il y a une démarche qui est encore plus intimiste que le dessin, parce que souvent on se cache derrière les dessins, mais derrière les histoires c'est un peu plus compliqué de se cacher. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu voyais les choses? Je sais pas du tout, j'y ai jamais pensé. Mais après je le faisais lire à personne. C'est vrai, ce que j'écrivais vraiment beaucoup dans mon coin. Si, à ma sœur, potentiellement je le faisais lire. C'était ton jardin secret. C'est ça, voilà, exactement. Mais et donc en fait c'est grâce aux jeux vidéo Zelda que j'ai recommencé à dessiner, parce que La famille. T'inquiète. Parce que vraiment j'ai découvert un des jeux, je suis devenu complètement fan, j'ai découvert les fan art et du coup je voulais de nouveau dessiner pour faire des fan art et puis après j'ai découvert qu'on pouvait faire des études en art appliqué et donc je suis parti dans cette branche-là. Donc voilà, grâce à Zelda, je suis auteur de BD. On lui fait des bisous à Zelda. Du coup, tu commences à te raconter angst et clémence à cette période-là, non? C'est lors de ton BTS, quand tu souffres d'anxiété, etc., que tu te dis que tu vas commencer un petit peu à mettre des images sur un peu ce que tu vis? Ouais, c'était un peu ça. En fait, c'est un peu parti. Enfin, je dessinais dans les marges de mes cahiers et mes persos étaient tous déprimés parce que j'allais pas bien non plus à ce moment-là. Et j'ai une pote qui regarde et qui me fait mais pourquoi tes persos ils font tout le temps la tête là? On dirait vraiment c'est des déprimés professionnels. Et du coup, je me suis dit je vais partir de cette phrase-là. Et donc avant Porte-Bonheur, voilà, ça s'appelait je suis un déprimé professionnel. J'ai changé parce que vraiment il était trop long le titre. Mais ouais, c'est à partir c'était ma première année de BTS où du coup j'ai fait un petit avatar donc de moi et avec un petit fantôme qui le suivait partout et c'était l'incarnation de ses angoisses et du coup c'était surtout pour pas qu'il discute tout seul. Bon, il discute un peu tout seul techniquement, mais voilà, pour qu'il ait un interlocuteur et j'ai continué à dessiner ça dans la marge de mes cours ou quand je m'ennuyais quand les profs parlaient. Mais c'était que pour toi ou tu le partageais avec d'autres? Je faisais lire ça, mais c'était surtout très humoristique. C'était des petites mini BD que je faisais en 3 cases au début. Donc je faisais lire ça, mais à mes amis de promo parce que tout le monde en avait marre des études. C'était compliqué. Donc t'avais pas peur de te dévoiler comme ça, de raconter un peu ton mal-être à l'époque? Ouais, non, cette fois-ci, après je parlais pas mal des cours aussi, donc c'était des trucs où on pouvait se retrouver, mais j'avais pas, comme je me projetais dans un avatar et que c'était pas vraiment moi, ça restait quand même de la fiction. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait dans Porte-Bonheur, c'est que ça reste de la fiction, c'est pas moi vraiment le personnage. C'est toujours la manière de mettre une barrière entre ce que je raconte et moi, mon identité. C'est pour ça qu'il y a Takmela et Clément. Exactement. Elsa, donc on le disait tout à l'heure,
T'as mis 10 ans à te lancer vraiment en tant que mangaka, autrice complète. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage en tant que coloriste, aussi aux côtés de ton mari? Qu'est-ce qui t'a poussé à ensuite développer Save Me Pity? Quel a été le processus de ces 10 ans pour finalement faire le saut? Alors, en fait, s'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fait du manga dès le départ. Mais en 2002, quand on a signé nos premiers contrats professionnels avec mon mari et avec d'autres amis avec qui je collaborais, les éditeurs ne publiaient pas d'auteurs français au format manga. C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu, les premiers, ça a été Renaud Lemaire avec Dreamland en 2006, mais non, en 2002, les éditeurs, dès qu'on leur proposait un projet, ils nous disaient, même si c'était au format manga, même si l'idée, même si les personnages leur plaisaient, ils nous disaient, non, c'est sympa, on vous le signe, mais à condition que vous changiez au format franco-belge. Donc, j'ai été obligée de changer mon style. Alors, je dis pas que c'était non plus la croix et la bannière. C'était quand même cool de faire de la bande dessinée. J'ai aimé. C'était mieux que tous les boulots alimentaires que j'avais fait jusque-là. C'était quoi les boulots alimentaires? J'ai fait pas mal de choses. J'ai été essentiellement serveuse en restauration. J'ai distribué les journaux. Je crois que le job alimentaire le plus sympa, c'était assistante documentaliste dans un collège. Cool. C'est-à-dire où quand tous les collégiens étaient en cours, moi j'avais toute le CDI pour moi toute seule avec tous les livres. J'ai lu tous les Harry Potter, ça venait de sortir à l'époque. J'ai lu les Harry Potter là, grâce à ça. du temps. Ouais. Donc ouais, non, c'était un des plus sympas, mais j'ai fait pas mal de choses, comme tout le monde au départ, enfin je crois. Et donc pouvoir faire des bandes dessinées au début, c'était quand même un pas de plus vers l'accomplissement de mon rêve qui était de raconter des histoires. Mon style graphique n'était pas encore assez au point pour que je sois dessinatrice de suite, donc j'ai été coloriste pour mon mari, pour plein d'autres auteurs. J'ai fait, je crois, une 50aine d'albums en couleur. Donc pendant 6 ans, je travaillais 15 heures par jour, tous les jours. Donc, alors, pour vous donner une idée, coloriste, donc à l'ordinateur, on est derrière son ordinateur, on est obligé de travailler les volets, les fenêtres fermées entièrement pour pas avoir la lumière du jour, parce que suivant la lumière extérieure qui change, la perception des couleurs varie. Donc on est obligé d'avoir toujours la même lumière synthétique, artificielle. Ouais. Donc pendant 6 ans, voilà, tous les jours, à ne faire que travailler. J'avoue qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Peut-être aussi pour ça que je fais du manga sans couleur. Ouais. Et quelle place tu laissais au projet que tu avais en tête? Eh bien, au début, comme c'était vraiment, il fallait vivre, il fallait faire le plus d'albums possible, parce que en plus c'était pas très très bien payé. C'était que j'avais un creux entre 2 albums. Là, je créais mes histoires, je faisais mes recherches de personnages ou de scénarios, mais c'était pas à temps plein à cette époque-là. C'est ensuite, après avoir été coloriste, j'ai été dessinatrice. J'ai fait un album jeunesse, enfin une série d'albums jeunesse qui s'appelle Lily. C'est une bande dessinée pour les 3-6 ans sans texte, où les enfants peuvent comprendre l'histoire sans l'aide d'un adulte. Alors souvent, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se font de leurs histoires eux, leur propre dialogue qui a rien à voir avec ce que nous on a écrit, mais c'est pas grave, c'est l'enfant s'approprie l'histoire, et c'est ça qui est sympa, ça devient son livre, son histoire. Et là, j'ai eu un peu plus de temps pour faire mes recherches graphiques, et j'ai commencé à écrire Save Me Pity à ce moment-là, qui a été ma première série manga. Est-ce que Lily, excuse-moi, ça correspond peut-être à quand tes enfants étaient tout petits? Exactement. Quand Lily est sortie, ma fille venait de naître, et ça tombait super bien. Une histoire qu'on entend tellement. J'ai voulu faire ce livre pour ma fille, pour mon fils. Non, en fait, ça a été le contraire. J'ai fait l'album et ensuite j'ai fait ma fille pour dire, faut quand même qu'il y en ait une qui le lise, non? Pas mal. Ah, c'était prémédité. Et Save Me Pity, du coup, donc ta première série, est-ce que tu peux un peu nous la présenter? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un manga sur la Grèce antique? Alors, comme pour Save Me Pity, c'était le premier album, la première série où j'étais également scénariste, où donc j'écrivais moi-même l'histoire. J'ai voulu parler d'un sujet que je maîtrisais bien, c'est-à-dire la mythologie grecque avec laquelle j'avais grandi. En fait, quand j'étais enfant, c'était soit les dessins animés, soit les bouquins de mythologie, parce que j'étais fan de mythologie. Voilà, les dieux, je trouvais ça formidable, toutes les aventures qu'ils avaient eues. Enfin,
Et ils Je trouvais ça trop s'entraînent bien. pour leur grade, hein. Oui. Zeus se c'est ça transforme qui est en bien. poulet, Apollon se fait marafle la gueule. Enfin, il y a plein de trucs. C'est quand même le pitch de Save Pity. ça va Avec être grand rapide. plaisir. En fait, on va sur les aventures d'une prêtresse, une jeune prêtresse qui, au temple d'Apollon, a le malheur de fêcher son dieu. Donc Apollon, en général, il a toutes les jeunes filles et les femmes à ses pieds. Hein. Il n'y a aucune fille qui lui dit non. Sauf que la Pity, elle lui dit non, garde tes paluches pour toi. Je suis pas intéressée. Va voir au temple d'Aphrodite. Donc elle rembarre Apollon. Il comprend pas. Elle est obligée d'employer la force. Elle lui fait un ouais, je suis guéri. Il s'envole de l'espace. Il revient. Il lui manque des dents. Il est totalement défiguré. Apollon, il le prend pas très bien. Et donc du coup, il va lancer la même malédiction qu'il a lancée à la princesse Cassandre de la guerre de Troie, c'est-à-dire que désormais Pity va pouvoir prédire l'avenir, mais elle ne va prédire que des catastrophes et personne ne va jamais la croire. Damn. Et suite à ça, il y a le poulet. Donc tu as spoilé, tu as Zeus, dit que le pardon. poulet, Non, mais c'était Zeus. c'est- Non, on l'apprend très vite dans l'histoire. Ouais, c'est voilà, ça va. mini spoil. Il y a Zeus qui arrive et qui lui dit écoute Pity, j'ai encore eu un fils hors mariage. Héra l'a appris. Elle donc Héra, la femme de Zeus, elle le prend pas très bien et du coup elle essaie par tous les moyens d'éliminer Xanthe. Et donc Pity va essayer de faire un petit peu la babysitter de Xanthe et l'empêcher de mourir à toutes les coins de rue de la Grèce antique. Est-ce que tu peux nous rappeler le rôle de la Pity dans la Grèce antique? Alors initialement, c'était le rôle d'une fonction. Hein. La Pity, c'était celle qui était placée au-dessus des nations de soufre et qui du coup partait dans des délires que les prêtres traduisaient si vous payez votre obol pour avoir ces traductions et du coup ils vous prédisaient votre avenir. Vous allez vous marier, vous allez être riche. Si vous faites ça, tout va se passer. Voilà. Alors, sur Save Me Pity, on est vraiment sur de la grosse rigolade. Sur Porte-Bonheur, on rigole aussi beaucoup, mais c'est vrai que c'est un sujet plus sérieux. Est-ce que tu peux aussi nous raconter, Clément, il me semble, quand on faisait nos petites recherches pour préparer cet entretien, que à l'époque, il y avait peu de ressources au sujet de peut-être l'anxiété, et que tu avais vraiment envie ou la déprime, de sensibiliser les gens autour de toi par rapport à ce sujet. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qui t'a motivé de travailler ce sujet? Oui, c'était un peu ça. C'est qu'au moment où moi j'étais en plein dans mon BTS, du coup dans mon anxiété, etc. Je trouvais pas beaucoup de BD qui en parlaient. Alors maintenant il y en a un peu plus, donc c'est vraiment cool. Mais ouais, c'était ça. Donc c'est vraiment d'abord pour moi que je l'ai réalisé et ensuite pour les autres. Et du coup, c'est aussi pour ça, pour le partager aux autres que j'ai commencé à publier sur la plateforme Webtoon. Parce que comme c'était lisible gratuitement, je me suis dit comme ça, n'importe qui peut le lire, ça peut être accessible et comme ça parle de santé mentale, je peux rendre quelque chose encore plus accessible. Et tu as eu de nombreux retours sur Webtoon, sur les réseaux sociaux, par rapport à ton travail? Justement, j'ai commencé à publier au moment du concours, donc je me suis dit pourquoi pas. On verra si ça intéresse des gens. Et oui, il y avait des gens qui se reconnaissaient dedans. Donc déjà, j'écris pas n'importe quoi. Ça concerne d'autres personnes. Et après, oui, il y a carrément Webtoon qui m'a proposé de passer en contrat édité du coup avec eux. Donc ce qu'on appelle les originals sur Webtoon. Et là pareil, j'ai reçu des commentaires sous mes épisodes, beaucoup de messages privés. Il y en a qui m'ont beaucoup marqué, de personnes qui me disaient qui faisaient de l'anxiété sociale, de la phobie scolaire. Il y a une personne qui me disait je faisais la phobie scolaire, non, avec Porte-Bonheur ça va mieux. Du coup je suis revenu en cours, j'étais mais c'est impressionnant quoi que ça puisse aider autant. Enfin, à chaque fois, j'ai du mal à me rendre compte de comment ça peut aider les gens et ça me fait toujours très plaisir de recevoir ce genre de messages. Est-ce que ça t'a fait du bien, justement, ces retours-là? Toi, comment tu as vécu, en fait, de montrer ton travail et de parler de ces sujets-là? J'ai surtout le sentiment que mon travail est utile et peut aider les gens. Et c'est vraiment ce sentiment de je fais pas ça pour rien qui est super important. Enfin, ça me fait toujours plaisir qu'on me dise, c'est rigolo, etc. Mais de vraiment pouvoir les aider à aller mieux et qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils vont mieux et que ça a pu les aider à un moment dur de leur vie, je me dis mon travail sert à quelque chose. Et toi personnellement, est-ce que ça t'a apaisé? Oui, déjà ça m'a un peu permis de travailler sur mon anxiété, sinon je ne serais pas là si je n'avais pas travaillé High five. dessus. mais ouais, ça me comme ça j'ai pu travailler un petit peu surtout mon anxiété sociale, mais après il y a toujours pareil la barrière que je mets, j'ai mon rôle d'auteur et du coup je suis moins anxieux à être dans mon rôle d'auteur, mais ça reste différent de moi-même quoi. Oui, tu dirais que c'est un costume qui est bienfaiteur en fait pour C'est ça exactement. Et il y a cette question aussi, est-ce que si je vais mieux,
j'ai encore des choses à raconter. Est-ce que Ah oui, comme les chanteurs qui, Ouais, c'est ça. qui sortent un titre de déprime après une rupture. Désolé pour la Ils question. ont plus rien à dire. Je me suis posé exactement cette question-là, me dire je vais mieux, comment je vais faire pour écrire. Alors le souci c'est qu'avec l'anxiété, c'est que on n'est pas forcément toujours ça va mieux, mais c'est par vague. Et des fois il y a d'autres trucs qui peuvent venir et ça fait des nouvelles idées. Bon, sur le moment c'est pas terrible, hein, mais ouais, j'ai toujours la dichotomie de j'aimerais bien aller mieux, mais en même temps est-ce que je vais toujours avoir des idées? Je sais pas. Alors, tu y as fait référence un tout petit peu tout à l'heure, Elsa, par rapport au fait qu'à l'époque, le manga était peut-être un peu regardé de haut par les éditeurs, etc. Aujourd'hui, depuis un bout de temps, c'est en plein boom, mais c'est quelque chose qu'on trouve intéressant aussi dans votre parcours, dans vos choix. C'est que ce soit autant le manga que toi de publier sur Webtoon, ça peut être deux styles de littéraires qui sont un peu snobés dans le milieu peut-être littéraire ou de la bande dessinée. Et malgré tout, voilà, c'est là que vous avez décidé de creuser votre sillon. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter un peu votre regard là-dessus, aussi pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est un Webtoon, et en quoi c'est peut-être une question convenue, mais en quoi ces formats, pour les personnes qui ne les connaissent pas, sont peut-être intéressants. Elsa. Je sais que je prêche à une convertie, donc du coup, mais moi je suis une lectrice de tout. Je lis des romans, des documentaires, des bandes dessinées, des comics, des mangas, des webtoons. Si je préfère écrire au format manga, c'est tout simplement parce que mon style d'humour, en fait, l'humour, ça marche énormément par rythme. Et pour qu'un gag tombe bien, il faut respecter un certain rythme. Et le format manga s'adapte le mieux à mon style d'humour. Quand j'ai essayé de faire la même chose, par exemple en grand format bande dessinée, ça tombait pas aussi bien, c'était pas aussi percutant pour moi en tout cas. Je trouve que ça desservait mon style d'humour, donc c'est vraiment juste je vais pas plus loin que ça en fait. Je me suis pas dit C'est ce qui a fait que tu n'as pas insisté quand on t'a dit de changer de format. Tu avais ton obsession, tu savais que c'est ce que tu voulais faire, tu voulais pas transiger avec ça. Oui, tout à fait. Oui, c'était vraiment pour moi c'était évident, il y avait c'était ce que je voulais faire depuis toute petite et forcément si les éditeurs voulaient pas me publier sous ce format-là, c'était eux qui se trompaient. Et il se trouve qu'avec les années, ça a marché. Alors je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ce format-là, non. C'était pour moi, en tout cas pour moi, c'était ce qu'il me fallait. Et comment tu décrirais ton type d'humour, vu qu'il fallait trouver le format qui s'y prête? Alors, c'est pas quelque chose de réfléchi. Je pense que c'est quelque chose qui s'est forgé au fil des années. Pour moi, mon inspiration, ça vient d'un gros mélange de tout ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Dans les grandes lignes, je pourrais dire que ça doit être un mélange de Goscinny, de Rumiko Takahashi, d'Akira Toriyama, de Louis de Funès, des Monty Python, de Terry Pratchett pour les Annales du Disque Monde. Voilà, c'est un mélange de plein de choses et c'est pas quelque chose en particulier. C'est vraiment le gros mélange qui se forme à l'intérieur. C'est ce que je dis quand il y a des petits jeunes qui disent ouais je voudrais écrire mais j'ai pas d'idée. Je dis c'est parce que il faut lire plus. T'as pas assez lu, ouais. Il faut lire plus et puis ça va venir. Mais c'est vrai que c'est une de tes spécificités aussi, c'est que tu maries vraiment, il y a ce subtil mélange entre vraiment les codes japonais. Ah, c'est une collision. Que tu maîtrises à fond, plus un humour peut-être un peu plus occidental. Je pense que c'est ça l'intérêt parce que il y a déjà énormément de Japonais qui font du manga. Je vois pas l'intérêt de faire du genre manga exactement comme les Japonais. Autant rajouter ma petite sauce en fait, ma petite originalité pour pas faire la copie de quelqu'un d'autre. Et c'est, je pense aussi pour ça que maintenant je suis aussi publiée au Japon. Bravo. Alors Takmila, il faut que je te dise que je dois te faire une confession, c'est que je n'avais jamais lu de webtoon avant toi. Pourtant, je les vois, les jeunes, on dirait que je suis vieux, j'ai que 35 ans, mais je les vois là dans le métro, là, qui scrollent et tout. Et voilà, je connaissais pas avant. Et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Est-ce que tu peux présenter aussi ce qu'est un webtoon?
Alors un webtoon, c'est une bande dessinée numérique au format vertical, donc qui se lit majoritairement sur téléphone en scrollant. Donc avec voilà, tout est en verticalité, il n'y a pas de page à tourner et tout. C'est la suite, on la lit. Il y a une case puis une autre et les bulles sont entre les cases ou dans les cases, mais c'est vraiment avec le mouvement du scroll sur téléphone. Et le format webtoon, je connaissais pas du tout. C'est alors la plateforme sur laquelle je suis, donc Naver Webtoon, est arrivée en 2019 en France. Et je connaissais pas le format avant. Et c'est au moment où ils ont lancé leur concours que j'ai découvert ce que c'était, donc où j'ai lu aussi mes premiers webtoons. Mais c'est vraiment par le plus grand des hasards que j'ai découvert la plateforme. Je me suis pas dit au début, je veux faire du webtoon. Au début, porte-bonheur, je me disais que je voulais faire de la BD papier traditionnelle. Mais après voilà, c'était l'idée d'accessibilité, le fait que tout le monde peut lire, c'est sur internet, c'est gratuit, qui m'a attiré dans le fait de publier d'abord sur Webtoon. Mais c'est un rythme très soutenu, hein. D'ailleurs on y reviendra. Oui, c'est quoi les règles des originals? Sont très soutenus. Alors c'est 1 à 2 épisodes par semaine à produire. Alors après maintenant c'est un peu plus différent, etc. Bon, c'est à la discrétion des contrats, mais très très souvent le truc de base c'est un épisode d'environ 50-60 cases à faire par semaine. Qu'est-ce qui se passe si tu ne remplis pas ton contrat? Les éditeurs sont très gentils et on peut faire des pauses si jamais ça va pas. Moi, je sais que j'ai toujours été très régulier dans l'envoi de mes épisodes, donc je me suis pas posé la question. Mais ils sont quand même très conciliants, les éditeurs. Oui, donc passer plafond de verre, c'est pas non plus une angoisse absolue. Ça te met une certaine sécurité. Et puis, comme tu disais, c'est un engagement que tu as avec eux. Oui, c'est ça. Alors après, moi, c'est vrai que pour porte-bonheur, pour le coup, j'étais en train de me dire qu'il faut absolument que je respecte mon rythme d'épisodes à envoyer par semaine. Maintenant, j'ai un peu plus l'habitude, donc ça va. Et puis le dialogue avec son éditeur, de toute façon, c'est très important. Oui, la confiance, ouais. Il y a une spécificité aussi dans ton travail, c'est que tu représentes une diversité d'individus, dont des personnes issues de la communauté LGBT. Est-ce que ce choix s'est immédiatement imposé à toi? Étant donné que mon entourage et moi-même faisons partie de la communauté LGBT, oui, c'était logique pour moi de visibiliser la communauté LGBT. Et puis même, j'ai aussi des personnages handicapés aussi. Et pour moi, c'est naturel d'avoir de la diversité. Je sais que quand je travaille, par exemple, en tant qu'illustrateur pour des entreprises et qu'on me dit il faut que les personnages soient diversifiés, je me dis oui, logique, normal. Ouais, bien sûr. Mais après voilà, je pense que c'est aussi avec ce que j'ai pu lire, ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux, comment je me renseigne, qui fait que pour moi c'est quelque chose de logique de vouloir représenter au maximum un large panel de personnes. Donc voilà. Je trouve que tu le fais avec beaucoup de subtilité parce que tu mets pas forcément l'accent dessus et tu laisses aussi le lecteur ou la lectrice découvrir où tu veux les emmener. Merci beaucoup. T'as des retours peut-être de personnes qui disent merci de nous rendre visibles, ça fait du bien. C'est quoi spécialement les retours que t'as par rapport à ça? Oui, j'ai beaucoup de retours comme ça. Alors spécialement pour mon personnage principal, Clément, qui du coup est un jeune homme trans, et j'ai beaucoup de personnes trans qui me remercient en fait, qui me remercient, c'est ce que tu disais, de pas faire la transidentité de Clément le point central. Juste, elle est présente, mais c'est pas le thème principal de l'histoire. Ça reste un personnage trans qui vit sa vie, qui est anxieux, etc. Alors vous n'avez pas que Porte-Bonheur et Save Me Pity, vous avez aussi travaillé sur d'autres ouvrages. Elsa, tu as sorti au mois de mars, donc il n'y a pas très longtemps, Myrtis. Est-ce que tu peux nous en parler? L'histoire d'une princesse, hein? Exactement. Myrtis est une princesse dans un univers médiéval fantastique, élevée en princesse dans un château avec énormément de serviteurs, avec des robes, des bijoux par milliers. Elle reçoit des centaines de cadeaux tous les jours. Le moindre de ses désirs est tout de suite assouvi. Et donc, du coup, avec ce genre d'éducation, effectivement, elle est pourri gâtée. C'est une peste. Elle est insupportable. Elle est jamais contente. Elle est autoritaire. Enfin, c'est une sale princesse dans les mauvais sens du terme. 20 jours de ses 17 ans où ses parents lui disent ça y est, c'est l'heure maintenant, tu vas te marier et grâce à ce mariage, on va récupérer tout ce qu'on a investi dans ton éducation grâce à l'alliance avec ce prince. Et voilà, tu n'as pas le choix du mari, tu te maries, tu t'en vas et bye bye. Sauf que Myrtis, elle est habituée à être totalement libre à faire ce qu'elle veut. Elle refuse de devenir la potiche d'un prince, même s'il est très beau, même s'il est très riche, elle s'en fiche, donc elle s'enfuit. Et dans le grand extérieur, sans aucun argent, sans serviteur, sans aucun pouvoir,
Elle se retrouve un petit peu démunie parce qu'elle a toutes ses compétences. En fait, c'est de donner des ordres et ça marche pas très bien quand t'as pas l'argent qui va avec. Et la seule bonne idée qu'elle a, c'est qu'elle va essayer de devenir l'apprentie d'une sorcière. Mais pourquoi ce sujet? Pourquoi l'histoire d'une princesse pourri gâtée? Eh bien, si tu veux, dans Sage Pity, l'héroïne, le personnage principal, c'était une bonne héroïne. C'était un personnage positif qui voulait bien faire, qui était quelqu'un de sympathique. Je me suis dit, pour ma deuxième série, on va faire totalement l'inverse. On va faire quelqu'un d'antipathique et qui aurait au départ tous les défauts possibles et imaginables. Et l'idée, c'était justement de réussir à faire de ce personnage antipathique un personnage tout de même attachant dont on a envie de voir les aventures, voir comment elle va s'en sortir, et pas très très bien, mais je vais pas tout raconter, mais voilà. Et est-ce que je m'aventure en m'adressant à la maman qui a eu pas mal d'années avec des enfants et qui extériorise un peu dans la bande dessinée là, ou pas du tout? Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais mes enfants sont des amours. C'est des amours. Ok, on leur fait des bisous. Combien tu envisages d'épisodes pour Myrtis, sachant que tu es capable entre 9 et 16 ans de faire 900 pages? Comment ça se passe avec Kana? Sur quoi vous êtes parti? Pour Save Me Pity, en 3 ans, j'avais fait donc 5 fois 180 pages. Donc on y est. Je suis très mauvaise en calcul. Clément mais a ouvert les yeux comme ça. C'était pas mal. C'est impressionnant. Il y a pas de couleur. Hein. C'est tout petit format. Ça reste impressionnant quand même. Oui, je travaille beaucoup. Et Myrtis, en fait, le premier tome est sorti en mars, le tome 2 sortira fin juin, et le tome 3 qui va clôturer ce premier arc sortira en fin d'année, octobre-novembre. Pour tout avouer, d'accord. Ah oui, c'est soutenu. je l'ai déjà fini, en fait. Là, je suis en train de faire les toutes dernières illustrations qui apparaîtront dans le tome 3. Donc, on a fait ce qu'on appelle dans le jargon du frigo. C'est-à-dire que les auteurs français, on peut pas avoir autant d'assistants que les japonais. On n'a pas la même, oui, c'est pas un studio, c'est pas la même machine. On peut pas travailler pareil. On peut pas employer des assistants. Donc, on est obligé de faire du frigo. C'est-à-dire, on finit un album et on le sort pas tout de suite et on avance sur les tomes suivants. Donc là, mes 3 tomes, ils vont sortir dans l'année. Ça fera un premier arc. On va voir si l'histoire prend bien. À ce moment-là, je ferai un deuxième arc. J'ai déjà écrit les scénarios. Et si ça doit s'arrêter au tome 3, c'est bien aussi. J'ai d'autres idées, d'autres histoires. Mais et comment ce travail de mangaka hyper prenant? Tu disais tout à l'heure plus de 15 heures par jour. Je sais aussi que parfois tu travailles le week-end, que tu prends très peu de vacances. Comment question bête, mais comment tu fais pour tenir le rythme? Et aussi, en quoi ça influe peut-être ta vie privée, ta vie de famille, etc. Parce que c'est un grand investissement quand même. Alors, c'est 15 heures par jour, tous les jours. Hein. J'ai jamais eu de week-end de ma vie. Jamais. Là, je suis en week-end. Si tu veux. C'est des vacances. Merci le salon de Chaumont. Alors, déjà, je dors très peu. 4 heures. Et alors, je réussis à dormir 6 heures maintenant, c'est mieux. Si jamais il y a des apprentis auteurs, il faut pas dormir 4 heures. C'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour la tête. C'était mon anxiété qui faisait que je dormais si peu. Donc, j'ai réussi à travailler là-dessus. Voilà, j'arrive à dormir 6 heures maintenant, je suis fière de moi. Je travaille plus 15 heures en ce moment, c'est plus du 10-12 heures. C'est déjà pas mal. Disons que mon mari fait le même métier, donc il comprend. Mes enfants, donc 14 et 17 ans, maintenant, ils sont ados. Ils ont pas besoin de moi autant que quand ils étaient enfants, en fait. C'est genre, limite, il faut les sortir de leur grotte si on veut les voir un peu, parce que c'est le même schéma que nous, c'est aussi des dessinateurs. Donc, on est 4 ours à la maison, voilà. La famille des ours. Et toi, Clément, ton quotidien d'auteur se déroule ça doit être quand même assez soutenu aussi, notamment tu mentionnais avec l'engagement, Webtoon, 2 épisodes par semaine, et en quoi ça influe vraiment sur ton quotidien, ce travail? Du coup, moi, c'était pareil. Quand je travaillais sur Porte-Bonheur, j'avais pas de week-end. J'ai un moment, j'ai dû faire un déménagement où du coup, je travaillais en même temps, je faisais les cartons. C'était vraiment une galère. J'étais à peine arrivé, je peinais à avoir Internet pour envoyer mes épisodes. Donc vraiment, c'était très compliqué. Donc, je partais très rarement en vacances. Des fois, c'était une semaine. J'étais parti une fois. Sauf qu'en fait, c'était pas une bonne idée parce que ça m'a mené au burn-out. Oh mince. Donc maintenant je fais beaucoup plus attention pour le travail et je me garde vraiment, j'ai des horaires
très cadré maintenant pour mon rythme de travail. Je me garde les week-ends et comme ça je peux faire des trucs pour moi, jouer aux jeux vidéo. J'aime bien faire plein de trucs créatifs, donc faire de la couture, etc. Donc maintenant je me garde beaucoup plus un temps pour moi et c'est vrai que je suis plus reposé et plus enthousiaste à l'idée de travailler maintenant. C'est vrai qu'en plus, vu que tu fais tout un travail de sensibilisation autour de la santé mentale, ce serait étonnant que tu dises ouais, travailler comme des fous, on s'en fout, ça te ressemble pas. Je pense que ça tout dépend des personnes, mais c'est vrai que le conseil c'est vraiment écouter son corps et reposez-vous si vous en avez besoin parce que c'est ce que j'ai pas fait et c'était une très mauvaise idée. Alors je m'en voudrais de vous quitter avant aussi de mentionner Science Infuse. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Science Infuse qui tourne toujours un peu autour de ces sujets qui t'importent mais sous un angle un petit peu différent? Ouais, alors du coup Science Infuse c'est le 2e webtoon que j'ai publié l'année dernière. C'est l'histoire d'un personnage qui est enfermé dans un appartement sans explication, avec une immense bibliothèque. Donc du coup, le personnage passe son temps à lire tous les livres de cette bibliothèque. Mais la porte est fermée. Son objectif, ça serait peut-être de sortir. Et un jour, il y a un canard qui débarque dans l'appartement. Donc ça va engendrer plein de recherches. Ça fait Elsa. Ah, j'adore. Tu aimes bien les volatiles. Du pourquoi, du comment. Et donc en fait, c'était, il y a quelque chose que j'adore faire quand j'écris des histoires, c'est faire plein de recherches sur plein de sujets. Donc c'est pour ça que même si j'aborde toujours les thématiques de santé mentale, etc., j'essaie toujours de faire des recherches sur plein de sujets différents. Par exemple, il y a un thriller que j'ai écrit, j'ai absolument pas publié, mais des recherches où je me demande si on surveille mon ordinateur, si je cherche comment se décompose un corps. Pas sûr que ça soit terrible comme recherche, mais voilà, c'était venu de l'idée de j'adore faire des recherches sur plein de sujets différents et donc du coup chaque épisode du webtoon c'est Nat, du coup mon personnage, qui fait des recherches sur une thématique en particulier. Donc par exemple c'était sur le sommeil, il y avait un autre c'était sur les poisons. Ça se passe très bien, vous en faites pas pour le personnage. Tout va bien. Voilà, exactement. J'ai encore 2 questions que je voudrais vraiment vous poser. Comment ce travail d'auteur, d'autrice vous a permis de vous réaliser? Parce qu'on sent bien que c'est là depuis longtemps. Comment vous diriez ça? Je pense que si je n'écrivais pas toutes les bêtises qui se bousculent dans ma tête, je deviendrais folle en fait. J'ai besoin d'exprimer tout ça. C'est comme Sega, c'est plus fort que toi. Exactement. Non, il faut que ça sorte. J'ai jamais envisagé sérieusement d'autres voies possibles. Pour moi, ça a été ça depuis toujours. On est des grands obsessionnels quand même dans ce type de métier. Et toi, Clément? Du coup, ça rejoint un peu ce que dit Elsa, c'est que j'ai besoin aussi de raconter ces histoires parce que sinon, c'est trop. Il y a trop de choses dans ma tête après. Il faut le sortir. Exactement, système. voilà. Ouais. Sinon, ça fait un. C'est de l'ordre du besoin finalement. Ouais. Oui, tout à fait. Et alors pour les personnes qui nous écoutent, qui s'en met peut-être des étoiles dans les yeux et qui se disent mais moi aussi j'ai ce besoin, je veux que ça sorte. C'est une question convenue, mais malgré tout, elle est importante. Quel conseil vous donneriez éventuellement aux personnes qui... De pas dormir 4 heures, c'est pas bon, parce Merci. que là, ça aussi, ça mène au burn-out. Lire énormément, penser à faire des pauses, penser à sa santé, essayer de garder un équilibre. Dessiner, si vous voulez être dessinateur, il faut dessiner, il faut sortir des pages ou il faut faire sortir des webtoons, on devient pas bon en dessin du jour au lendemain, il y a personne qui a un talent, il y a que l'expérience qui fait qu'on devient bon en quelque chose. Pareil pour raconter des histoires, il y a que en écrivant des histoires qu'on arrive à maîtriser le sujet. Donc voilà, lire, dessiner, sortir et n'oubliez pas d'avoir une vie à côté. Et de ton côté, Clément? Ça rejoint aussi un peu ce que tu dis, le fait de pratiquer, voilà, de pas se mettre en tête qu'il faut absolument que tout soit parfait, juste tenter des choses, faire des croquis. Enfin, par exemple, je sais qu'en dessin, je pense que c'est un truc aussi qu'on a peut-être pu te dire et que tu dis aussi aux gens, c'est de pas avoir cette obsession de la perfection et de même les croquis. C'est pas grave s'ils sont ratés, c'est pas grave, ça fait toujours de la pratique et que c'est le plus important plutôt que de chercher constamment à faire la perfection parce que sinon on commencera jamais rien, quoi. Et je voudrais juste rajouter un petit truc auquel je pense tout à coup. Il faut jamais se comparer aux autres.
Il faut se comparer à soi-même parce que on a tous des vies différentes, un processus de création différent. Et moi, par exemple, si j'avais arrêté le dessin quand j'étais ado, parce que autour de moi il y avait énormément de gens qui étaient bien meilleurs que moi en dessin, je serais pas arrivée. Voilà, si je m'étais comparée à eux, je serais pas arrivée à ce que je suis maintenant, sachant que voilà, moi j'ai continué et j'ai réussi à en vivre. Donc voilà, ne vous comparez pas aux autres. Je sais qu'avec Internet c'est pas facile à dire, mais oui, essayez d'être indulgent avec vous-même. Comparez-vous avec votre vous d'hier et sachez que votre marge de progression, elle peut aller que dans le bon sens. Et bien sur ces bonnes paroles, merci Elsa, merci Clément, on peut vous applaudir. Et merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous. C'était notre discussion avec Elsa Brands et Takmela. Un grand merci Clément et Elsa pour cet échange autour de la question du choix de la BD comme vecteur d'émancipation. Merci également aux éditions Kana et aux éditions Le Duc pour leur aide à la préparation de cet épisode. Nous tenons enfin à remercier toute l'équipe du Salon du Livre de Chaumont pour le super accueil et plus particulièrement Sandrine Bressolin et Caroline Houdard pour leur énergie sans faille. Si vous voulez en savoir plus sur Porte-Bonheur et Science Infuse de Takmela et Save Me Pity et Myrtis, les deux sagas de Elsa Brands, retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. Si vous suivez ce podcast, vous avez sans doute déjà entendu parler de La Quête. La Quête, c'est un concentré de l'esprit sens créatif. Un super bootcamp de 8 semaines pour sortir du lot, construire votre audience et trouver plus de clients pour votre activité. Parce qu'il ne suffit pas de simplement prendre ces outils et de se mettre en action. Il faut faire face chaque jour aux peurs et blocages qui nous ralentissent, aux compétences clés qui manquent à notre arc et aux conflits intérieurs quotidiens qui nous encouragent à une chose, s'arrêter et attendre. La Quête, c'est une aventure d'apprentissage unique dont vous êtes le héros ou l'héroïne et qui risque de vous transformer à tout jamais. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez les infos dans les notes de cet épisode. La prochaine session de La Quête est programmée à l'automne 2024 et vous pouvez déjà vous préinscrire pour ne rien rater. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr, sur notre serveur Discord ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Everything is connected. 手のひらのそよ風が光の中キラキラ踊り出すおろしたての笑顔で知らない